Les dirigeants de dizaines de pays se rassemblent aujourd'hui et demain dans un luxueux complexe hôtelier. C'est en Suisse. Ils sont à la recherche d'une sortie de crise à la guerre en Ukraine. Justin Trudeau va être présent, le président français aussi, Emmanuel Macron, de même que la vice-présidente américaine Kamala Harris. La Russie, la Chine ne seront pas présents. Alors, pour savoir un peu plus justement à quoi s'attendre de ce sommet, je me tourne vers Dominique Harel, qui est expert en études ukrainiennes. Bonjour, Monsieur Harel. Bonjour. Merci de vous être déplacé ce matin. Merci. J'aimerais donc, pouvez-vous commencer par nous situer un petit peu, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis 2 ans et demi, quelle est l'importance de ce sommet? On parle de 90 pays, organisations qui vont être représentés. Ouais. Comment on peut le situer? Bien, d'abord et avant tout, on entend souvent le discours fatigue de la guerre. Est-ce que le front de l'OTAN, des pays de la coalition de l'OTAN, donc en Europe, ça va commencer à céder et tout? L'Europe est au complet est représentée au très haut niveau, sans exception. Même la Hongrie, qui est le mouton noir, envoie son ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est au niveau international où là, c'est une autre histoire. L'Amérique latine, à l'exception partielle du Brésil, qui va être là comme observateur, mais à peu près tous les pays d'Amérique latine aussi haut niveau. Afrique, seulement 3 pays, mais 3 pays importants, Kenya, Ghana, parmi les pays. Et pour l'Asie, bien là, c'est les démocraties, c'est-à-dire le Japon puis la Corée du Sud. Essentiellement, le différent, un peu, évidemment, la Russie n'est pas là, puis les pays un petit peu alignés sur la Russie ne sont pas là, c'est comment appeler cette guerre-là? Est-ce que c'est une guerre d'agression ou c'est une guerre où, selon la Russie est un peu en état de légitime défense face à l'expansion de l'OTAN? Alors, le communiqué dit que c'est une guerre d'agression. Ça explique pourquoi il n'y a pas 150 pays qui sont représentés. Et aussi, sur quelle base les négociations pour une éventuelle paix devraient se dérouler? Bien, c'est la base de la Charte des Nations unies puis du respect des frontières. Puis là, autrement dit, il ne faut pas commencer par l'idée que l'Ukraine devrait céder certains territoires comme base de négociation. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, mais c'est la base. Et au moins, il y a ce consensus-là qui reste très fort en Occident. Oui. Il y a 3 thèmes centraux à ce sommet: la sûreté, la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire et toute la dimension humaine, si on pense au retour des prisonniers de guerre, des détenus civils et des enfants déportés. Est-ce que sur ces questions-là, les pays semblent bien alignés ou est-ce que justement il y a plusieurs écoles de pensée? L'Ukraine a un plan de paix de 10 points, puis là, on va en discuter 3. Alors, ce qui n'a pas été mis à l'agenda, justement pour en rassembler le plus possible, c'est toutes les questions militaires, dans le fond. Alors, on met l'accent sur le civil, comme vous l'avez dit. Dans le cas de la sécurité alimentaire, c'est l'interdiction de frapper des navires civils, donc qui exportent du blé, en particulier, là, on parle dans la mer Noire, pour la sécurité alimentaire. Le fait que la plupart des pays africains ne soient pas là, par exemple, montre que le discours russe en Afrique continue d'être influent. La question du nucléaire, c'est surtout la centrale nucléaire qui est actuellement occupée, là, à Zaporizhzhia. Donc, cette sécurité-là, évidemment, qui est d'intérêt global, mondial. Et puis, bon, la question des civils, quand on parle des prisonniers de guerre, un prisonnier de guerre a comme un statut de civil, finalement, puis c'est plus un soldat. Et puis, il y a beaucoup de civils qui ont été arrêtés, qui ont été déportés en Russie, et les enfants. Les enfants. Alors ça, c'est la base de négociation sur laquelle, si la Russie fait des concessions sur des questions civiles, là, un deuxième sommet à un certain moment, dans 6 mois, dans 1 an, ailleurs, on parle peut-être au Qatar, en Arabie saoudite, pourrait aller de l'avant avec des négociations pour une sortie, comme vous l'avez dit, pour essayer de voir. Mais là, en même temps, ce qu'on comprend, c'est qu'en l'absence de la Russie, justement, l'absence de la Chine aussi, les espoirs sont minces, parce que peu importe ce sur quoi on pourrait s'entendre, la Russie, hier encore, disait tant qu'il n'y aura pas de capitulation de l'Ukraine, on n'aura pas de discussion sur la fin des bombardements, la fin de la guerre. Alors, à quoi on peut s'attendre véritablement, même si on arrive à une conclusion, est-ce que ça va être appliqué? Bien, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un consensus international avec des joueurs très importants? Bien, le consensus reste en Occident, mais au niveau mondial, mais sur des questions. Mais est-ce que la Russie y adhère, considérant ce qu'elle a dit encore hier?
Ça semble peu probable, ça semble même totalement improbable, puisque ce que Poutine a déclaré hier, il est allé encore plus loin officiellement qu'il avait dit avant, c'est-à-dire non seulement la Russie garderait les territoires qu'elle occupe actuellement, mais en obtiendrait d'autres. Retrait de quatre autres régions, c'est ça? On parle des capitales, Kherson, Zaporizhia. Alors là, c'est un peu le modèle de 1938, la fameuse conférence de Munich. Donnez-nous un territoire qu'on ne contrôle pas actuellement, puis là, on peut discuter de la paix. On a vu ce qui est arrivé en 1939. Oui, ça a été rejeté tout de suite, justement, par Volodymyr Zelensky, qui a comparé ça même à une politique d'Hitler. Bon, là, c'est le début du sommet. C'était la fin également du G7. Ouais. Dans le cadre du G7, donc, les pays ont réaffirmé leur détermination à soutenir l'Ukraine. On a parlé d'un près de 50 milliards de dollars et un engagement du Canada qui est quand même substantiel, à votre avis? Oui, parce que là, sur les 50 milliards, il va y avoir 5 milliards qui viennent du Canada. Ce qui est tout de même pas rien, là, surtout proportionnellement au PNB. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'essentiellement, ce prêt-là, c'est comme c'est la Russie qui va payer pour une partie de la reconstruction puis l'aide économique à l'Ukraine, parce que c'est les intérêts du capital qui est actuellement gelé, surtout en Europe, là, de la Banque de Russie. Mais ces intérêts et profits génèrent à peu près 5 milliards par année. Pour se prémunir un peu par prévention contre un éventuel possible retour de Donald Trump aux États-Unis, l'accord, c'était plutôt que donner 5 milliards cette année, puis l'année prochaine, on ne le sait plus, parce que les Américains ne seront peut-être plus là. Sur 10 ans, on va immédiatement donner le prêt de 50 milliards. Et puis là, l'Europe et les États-Unis et le Canada vont se rembourser graduellement pendant 10 ans, quoi qu'il arrive aux États-Unis en novembre. Une sûreté, justement, une sécurité. Donc, au moins, sur ce plan-là, le Canada, au niveau de l'aide économique, a certainement fait... c'est une annonce importante, significative. Voilà. Alors, on va suivre donc ce sommet. C'est sur 2 jours. En Suisse, ça se termine demain avec point de presse, justement, et on saura ce qui a été entendu. Mais comme on disait, est-ce qu'il y aura vraiment une différence par la suite? Il faudra voir la réaction de la Russie, mais... C'est le symbole diplomatique. C'est le message diplomatique que ça peut envoyer. Donc, on va voir aussi pour le communiqué final qu'est-ce qui va être entendu. Là. Oui, c'est ça. C'est comment nommer les choses. C'est ça l'art de la diplomatie. Comment les nommer. Oui. Ah oui, puis on l'a vu, c'est aussi avec le communiqué final du G7, justement. Voilà. Dominique Harel, merci beaucoup pour vos lumières ce matin. C'est très apprécié. Merci. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.